Bonjour à toutes et à tous. Pour cette masterclass consacrée à la posture d'accompagnateur. Alors, c'est quoi l'objectif? Je l'ai évoqué ce matin, c'est la question de la productivité qualitative et personnalisée. C'est-à-dire que dans notre accompagnement, notre schéma distinctif, notre zone de discrimination par rapport éventuellement à des logiciels, des MOOC, etc., c'est la relation interpersonnelle humaine. Il faut quand même que ça dure, que ce soit efficace, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'on a quand même des financeurs qui viennent nous aider à faire notre métier. Et c'est ce qu'on va voir sur les soft skills. Je suis convaincu que notre métier, il n'est pas ubérisable. Ça, c'est une conviction personnelle, mais c'est qu'un point de vue, hein, ce n'est pas forcément la vérité. Et que finalement, on va pouvoir développer tous nos talents, plus sur les soft skills que sur les hard skills. Même si toutes les compétences fondamentales, le business plan, etc., sont indispensables, mais ça devient le SMIC, les fondamentaux de l'accompagnateur. Et finalement, dans notre métier d'accompagnant, on a parfois à gérer des situations un peu schizophréniques. C'est-à-dire qu'on a un diagramme de contraintes important, nos financeurs qui veulent des indicateurs avant de nous donner les financements, et c'est normal. On est là quand même pour créer des entreprises et des emplois. Donc on ne peut pas se contenter de dire « ouais, mais je n'ai dans mon accompagnement qu'une obligation de moyens ». On a indirectement des obligations de résultats, donc il va falloir gérer ça. On doit gérer des questions aussi vis-à-vis de nos porteurs de projets de crédibilité. Et donc on a besoin aussi d'expertise. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain pour dire l'accompagnateur, c'est plus un expert de quoi que ce soit. Ce n'est pas forcément un multi-expert, mais un vernis dans certains domaines semble indispensable aujourd'hui. On a besoin également de convivialité avec nos porteurs de projets. Pourquoi? Parce qu'on doit entretenir sa motivation, on doit entretenir la confiance, créer la confiance puis l'entretenir. Et puis on est en compétition avec d'autres structures d'accompagnement, voire avec du non-accompagnement. Parce que souvent, dans l'analyse concurrentielle de l'accompagnant, il y a le substitut. Le substitut, c'est je fais tout seul. Oui, vous me dites, c'est bien en étant accompagné, ben, je peux tout à fait mieux réussir mon entreprise, mais je constate que plein de gens ont réussi leur entreprise sans se faire accompagner. Donc je dois démontrer ma valeur ajoutée. Et puis la rigueur, eh ben, le problème, c'est que quand on va rentrer dans un circuit d'accompagnement, il y aura des processus et des méthodes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers de nos séquences sur les postures. Voilà. Ok, donc risque de relation au projet, il y a bien de risques, et risque de relation aux porteurs de projet. On a bien ces deux éléments-là à gérer. Et donc on s'aperçoit, ce que j'avais évoqué ce matin dans la table ronde introductive, que dans notre rôle, en fait, nous sommes, pour ceux qui ont fait l'atelier biomimétisme tout à l'heure, ben on est vraiment dans ce truc-là parce que par rapport au vivant, on est un produit hybride. On a été travaillé en laboratoire, en fait, on ne le sait pas encore. Et en fait, on a couplé des gènes du mouton à 5 pattes et des gènes de la girouette. Pourquoi le mouton à 5 pattes? Parce qu'on doit être en capacité d'accompagner un projet à 360 degrés dans ses composantes techniques et humaines. Et on le voit tous, que je sois dans une CAE, dans une BGE, chez un consulaire, dans un incubateur technologique, peu importe, j'ai du 360, du systémique à gérer en permanence. Mais en plus, je dois être en capacité d'adapter ma posture d'accompagnant à la vie du projet et à la posture de l'accompagné. Ça se complique en plus quand l'accompagné est un groupe, c'est-à-dire avec 2, 3 associés. Ça vous va pour l'instant? Hop, j'ai cassé quelque chose? Non, rien. Parfait. Et on a fait ça en 3 étapes. On s'est dit que finalement, ben, si on voulait faire un truc simple, ce mouton à 5 pattes et cette girouette, on avait 3 étapes à travailler sur notre accompagnement. L'étape 1, c'était les fondamentaux, hein, devenir entrepreneur. L'étape 2, c'était de tester sur le terrain et à quoi ça faisait appel dans la relation. Parfois, on devient un entrepreneur, mais on a un entrepreneur un peu introverti, fermé, qui est en permanence en résistance. Il est dans ce qu'on appelle ça l'état gazeux, hein, l'état flou, l'état gazeux, et il aime bien en fait cet état gazeux. Ou alors, il cristallise trop vite, c'est-à-dire qu'il a une idée préconçue sur sa solution, et il refuse de la challenger. Voilà. Et on doit quand même lui dire, quand nous on constate que non, tu es toujours dans l'état gazeux, c'est pas cristallisé ton truc, ça. Tu m'as pas démontré que ça puisse fonctionner par ton étude de marché, par tes tests clients, etc. Ça pose une problématique particulière en termes d'attitude. Et puis la troisième partie importante, c'était de mettre en œuvre le projet entrepreneurial, parce qu'au bout d'un moment quand même, il faut vendre, il faut faire simple, il faut aller sur le marché, il faut vendre, il faut générer des résultats. Et ces 3 étapes finalement faisaient appel à des attitudes et à des postures d'accompagnants différentes. Alors ça a été schématisé avec ce schéma-là.
Et je vais appeler ça trouver votre way, c'est-à-dire who are you, hein. C'est bon. J'invente des trucs, ça n'a aucun sens, mais au moins c'est l'histoire de s'en rappeler, quoi, hein, voilà. Et who are you, c'est voilà, qui je suis, moi. Alors, je dois développer donc des compétences transactionnelles, moi je préfère appeler ça des habiletés sur la technique, la connaissance. Par exemple, si je suis dans l'innovation sociale et environnementale, ben, techniquement, je dois savoir ce que c'est que l'innovation sociale et environnementale. Je dois connaître techniquement quelques secteurs comme les circuits courts, l'intergénérationnel, voilà, certaines thématiques des filières, ou dans une CAE, ben, le BTP, le service à la personne, enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Ça, c'est les compétences transactionnelles, et ça, c'est les compétences qu'on a depuis le départ. Dans notre métier d'accompagnant, on sait ce que ça veut dire, les compétences transactionnelles. Et puis, on développe de plus en plus des compétences intégrationnelles. C'est qu'on doit être en capacité de ne pas faire tout seul, de mettre en réseau, de trouver les bons experts, de trouver les bons consultants, de trouver des relais, de sous-traiter une partie de notre accompagnement, hein, notamment si elle nous prend trop de temps et qu'elle réduit notre productivité d'accompagnement. C'est important de pouvoir sous-traiter, de passer des relais. On a aussi des compétences relationnelles, hein, je reviendrai sur chacune d'elles tout à l'heure. C'est les compétences de pédagogie. Hein. Oui, mais si ton BFR dépasse, ça va commencer à être compliqué, l'accompagnement. Donc voilà, éviter les acronymes, voilà, toute une pédagogie pour expliquer les choses. Mais on verra qu'il y a des curseurs à chaque fois, c'est un peu particulier. Dans les compétences relationnelles, j'ai aussi la capacité à être un facilitateur, tant avec mon porteur de projet qu'avec un groupe de porteurs de projet. Mais en fait, même un porteur de projet seul, il a un écosystème, il a des partenaires. Il a des relations avec ses partenaires. Et parfois, je dois être un facilitateur de ces relations. Moi, j'ai eu un projet, il est revenu en me disant « Ouais, elle m'embête, elle veut me choper mon projet, elle prend trop de poids dans le projet, c'est qu'une partenaire, c'est qu'un partenaire. » Bon, et là, il faut gérer. D'accord ? Donc, on va être facilitateur. Et puis, c'est les compétences relationnelles. Ça, on les a plutôt développées par bon sens. Non pas par éducation, mais par bon sens et par expérience. Et puis des compétences transformationnelles. Et là, on va avoir deux postures de caractériser, celle du responsable et celle du combattant. Alors ça, c'est notamment nécessaire quand on a un porteur de projet qui est en résistance. Eh bien, moi, j'ai échangé avec beaucoup d'accompagnants. Il y a deux stratégies. Je fais l'autruche, il est en résistance. C'est son problème, je laisse faire, je ne veux pas d'ennui avec la police. Passez-moi l'expression. Ou alors, je vais être aussi en attitude de responsable. Je veux tellement que le projet avance que je vais faire à la place du porteur de projet. Ça, c'est quand je suis en excès. D'accord ? Donc là, ce que je vous propose, c'est pour tenir mon timing, c'est de voir dans chacune de ces composantes où est-ce qu'on en est. Et vous verrez que chacune de ces composantes peut plus ou moins être affirmée en fonction de la personne avec qui vous êtes. Ou en fonction du stade de la personne dans l'évolution du projet. Vous aviez un projet au départ très à l'écoute, puis à un moment donné, vous n'étiez plus trop d'accord dans l'accompagnement, et il devient de moins en moins à l'écoute, parce que vous avez commencé à évoquer un pivot, une autre orientation, et lui, il a aussi son ego, hein, comme tout être humain, comme vous et moi. Il se met en position de refus. Bon, il vient aux journées collectives, il vient aux entretiens individuels, mais il n'y a pas de communication. Et donc ça, c'est pas bon. Alors je vais vous passer un petit peu cet outil que j'ai développé, qui s'appelle le Way. Voilà. Et donc voilà les postures du businessman. Alors vous avez vu, j'ai mis les genres, hein, le là à chaque fois quand même. Hein. Voilà. Comme ça on ne me reprochera pas, mais c'est important. Du businessman, du technicien, du pédagogue, du réseauteur, de l'intégrateur, du facilitateur, du combattant et du responsable. Et vous voyez avec cette roue du Way, alors c'est pas la mienne complètement, hein, j'ai ma personnalité. Et cette roue du Way, elle va changer en fonction du porteur de projet que vous avez en face de vous. Je donne un exemple très simple. Vous avez un porteur de projet qui maîtrise, c'est un serial entrepreneur, d'accord ? Il maîtrise parfaitement le business plan, le plan de financement, le compte d'exploitation prévisionnel. Ça ne va pas forcément être son besoin prioritaire d'avoir une posture de technicien par rapport à lui, d'accord ? Par contre, il est hyper introverti, égoïste, il ne sait pas travailler en équipe, il a des difficultés relationnelles avec son écosystème. On va devoir développer des compétences de réseauteur et d'intégrateur et de facilitateur. Ça vous va pour l'instant ? Alors à chaque fois, je vais vous montrer le truc, puis vous allez lever la main, rapidos, puis je vous donne un petit exemple
j'appelle ça les conseils pas chers de Diffoul. Vous connaissez Diffoul, les conseils pas chers? Je fais le conseil pas cher à chaque fois sur un truc très pratique. D'accord? Alors le premier, c'est je suis un accompagnateur plutôt businessman. Ça veut dire que je considère que la création d'entreprise, c'est avant tout du modèle économique. Combien ça coûte, combien ça rapporte, combien j'en vends, quel est mon taux de marge, est-ce que le plan de financement tient la route, est-ce que le plan de trésorerie tient la route, est-ce qu'il m'a fait son Lean Canva ou son BMC, voilà. Je suis là-dedans et je peux être dans deux positions. Le mieux, c'est bien d'être au milieu, et parfois je dois monter en affirmation sur une de ces deux composantes. Alors si je suis trop fort dans une posture businessman, ben, je peux considérer que moi, mon objectif, c'est de monter un bon business plan avec le porteur de projet, de monter un bon plan de financement. Et mon objectif, alors ça existe notamment dans certains incubateurs techno, ça peut exister en tout cas, où finalement ma seule ambition, c'est qu'il puisse réussir son tour de table financier. Une fois que le plan de financement est bouclé, je considère que mon accompagnement est fait. Le problème, c'est que je reste trop là-dessus, et que le relationnel du porteur de projet est complètement pourri. Ok, sur le papier, tout tient la route, mais dans la troisième phase de la mise en œuvre, ça va être une catastrophe, parce que sur le plan relationnel, sur le plan des aptitudes commerciales, c'est des aptitudes de communication, hein, essentiellement. Hein. Convaincre, c'est communiquer, hein, d'abord. Ben, ça ne marchera pas. Et puis si je suis trop faible, ben, je peux avoir une vision un peu idéologique en me disant, ben, finalement, l'économie, tout ça, c'est qu'au service du projet. L'important, c'est l'impact commercial, l'impact social, l'impact environnemental, voilà. Mais la question, c'est que ben, si un tour de table n'aboutit pas, s'il y a une cessation de paiement au bout d'un an, ben, l'entreprise, elle est morte. Alors, dans la salle, qui s'est déjà retrouvé en situation trop fort là-dessus? Vous pouvez lever la main. Sur un projet, par exemple. OK. Qui s'est retrouvé en situation trop faible? Donc ça. Moi, je me suis retrouvé dans toutes les situations. OK, pour ça? Oui. Suivant les projets, suivant le profil du porteur de projet. C'est la girouette. C'est un mouton à 5 pattes couplé d'une girouette. On doit faire, oui, voilà, on doit faire la girouette en fait. C'est ça qui rend notre métier aussi passionnant et aussi, moi, mes bons chargés d'affaires, une idéale, etc. Au bout d'un moment, bah, d'ailleurs, ils s'en vont hein, parce qu'ils ont développé tellement de compétences que ben, ils se vendent beaucoup plus cher ailleurs. Bon, maintenant, je fais un contrat moral quand même quand ils rentrent. Ok, ça c'est le businessman. Alors un exemple. Dans le businessman, donc sur les questions notamment de viabilité du projet, on va souvent avoir à gérer le déni hein, du porteur de projet. Donc l'idée, c'est de pouvoir toujours, hein, dans notre accompagnement, fonctionner sur la question, le questionner en permanence, le challenger ses hypothèses, l'envoyer sur le terrain, le bousculer dans ses certitudes, dans ce domaine-là. Et puis, penser qu'on a surtout plus une obligation de moyens plus que de résultats, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'obligation de résultats, puisque on a des indicateurs, on doit quand même créer des boîtes et créer des emplois. Sinon, le modèle va s'arrêter, notamment s'il est financé par même s'il est financé par du privé d'ailleurs. Hein. Moi, je paye un accompagnement, ben, si je n'ai pas de résultat et que j'ai un taux de survie à 5 ans de 30%, je me dis, ben, finalement, sans le faire, la moyenne c'est 50%, pourquoi je me fais accompagner hein. Donc il faut être attentif à ça. Et on ne peut forcer un porteur à utiliser les outils proposés. On ne peut le forcer. Nous, au départ, on forçait un peu. Non, ici, c'est Lean Canva, tu le fais. Non, mais ils ne sont pas bien dans cet outil. Bon, alors, il faut lui poser la question, tu verrais quel type d'outil? Je ne verrais pas d'outil. Là, du coup, je rentre dans les medium skills, c'est-à-dire mes processus. Non, dans notre processus, il y a cet outil. Si tu m'en trouves un de remplacement qui fasse le même boulot, je le prends. Mais sinon, on ne peut pas t'accompagner. Il faut être aussi en capacité de dire ça. Sinon, l'accompagnement, il part sans cadre. C'est la fameuse boîte que présentait tout à l'heure. La deuxième posture, c'est le technicien, l'expert. Donc ça, c'est une posture qu'on connaît plutôt bien. En gros, et on appelle ça aussi parfois la zone de confort du conseiller. Je considère que ma mission, c'est d'apporter une réponse technique, conforme et actualisée. Je veille à situer mon intervention dans une approche globale. Et puis, j'ai développé des compétences expertes sur certains domaines. Il y a des accompagnateurs qui ont des spécialisations par expérience ou par tout simplement leur vie antérieure sur des filières.
Moi, j'ai des référents que j'ai vus dans des CAE, référents bâtiment, qui sont des anciens entrepreneurs du bâtiment. Et bien, la filière du bâtiment, je peux vous dire qu'ils savent de quoi on parle, quoi. Voilà. Si trop fort, ben voilà, je suis expert et je limite le champ de mes interventions. Eh bien, j'ai tendance à limiter mes interventions à mes zones d'expertise, là où je suis en confort. Donc, je reste pas mal du temps. Je peux être très bon sur les statuts juridiques, très bon sur la fiscalité, très bon, voilà. Je ne prends pas en charge les interfaces entre mon intervention et toutes les difficultés du projet. Donc nous, on l'a testé avec des accompagnants. Ils nous disent, oui, effectivement, j'ai eu tendance à mettre l'accent là-dessus parce que j'étais très à l'aise. Et sur d'autres voies, je n'y ai pas été parce que j'étais moins à l'aise. Et donc on pose la question, ok, tu ne pouvais pas le faire. Est-ce que tu as fait ton travail d'intégrateur? Est-ce que tu as mis un consultant à disposition? Est-ce que tu as été sous-traité de la ressource ailleurs, à la CMA, à l'agence ad hoc, à l'agence de développement économique, où il y a des spécialistes sur la question, etc. Non, eh bien, tu n'as pas fait ton boulot. Ouais, mais je ne me sentais pas à l'aise. Mais on ne te demande pas de maîtriser. Moi, quand j'ai un problème sur le numérique, complexe, hein, au bout d'un moment, je fais 36-15 Gilles, Lucato à l'agence ad hoc, voilà. Et le mec, le garçon, il fait ça toute la journée, il est spécialisé sur les secteurs, c'est lui qui va m'aider. C'est notre métier aussi, je pense, le métier intégrateur. Alors là, si je suis trop faible sur cette partie quand même, eh bien, pour éviter d'être pris en défaut, je ne parle plus que de stratégie et de généralité. C'est du vécu tout ça, hein. Entrepreneurial, je ne suis plus à même d'apporter des réponses précises et opérationnelles aux porteurs de projet. Donc si je suis trop faible, je peux être décrédibilisé vis-à-vis de mon porteur de projet. Accompagnement, stratégie, etc. Mais concrètement, et le porteur de projet, il n'attend pas de nous, je pense, des accompagnants, que ce soit l'accompagnant lui-même qui apporte la réponse. Mais qui trouve un moyen, juste, et qui l'outille pour pouvoir trouver la réponse. Et on a un écosystème très très vaste. D'accord? Qui s'est déjà senti un peu trop fort sur l'expertise? Qui s'est déjà senti un peu trop faible sur l'expertise? Il y en a. Ok pour l'expertise? Bon, mais ça, c'est quand même le background. Hein. Les conseillers, il y a 30 ans, on leur demandait d'abord de l'expertise. Alors, petite illustration. Hein. Il faut justement, pour éviter de tomber trop dans le revers de l'expertise, d'être en capacité. Il ne faut pas que l'accompagnement, ce soit une poche de glucose. Comment ça s'appelle? C'est pas sur une potence. C'est à l'hôpital. L'accompagnement, c'est pas ça. Parce que ça veut dire que quand la poche de glucose, après 12 mois d'accompagnement, elle est vide, le porteur de projet se retrouve sur le marché, quoi. Donc notre métier va être, je pense, hein, alors moi je ne détiens aucune vérité, je ne détiens qu'un point de vue, comme tout un chacun. Et ce point de vue, c'est de préconiser la théorie de l'effectuation, d'insister pour identifier l'ensemble des moyens qui vont servir le projet, plutôt travailler sur les questions de cohérence du projet, ou l'absence de cohérence, entre notamment les moyens et le projet, et puis insister sur les moyens qui permettent au porteur d'avoir l'audace de se lancer dans le projet. Et ça, j'insiste là-dessus. Vous vous rappelez, dans un des premiers slides, c'était sur la confiance. Un porteur de projet, nous, on s'en aperçoit par expérience, il sent qu'on est en rupture de confiance. Il sent quand l'accompagnateur, il n'a plus trop confiance en moi. Est-ce que ça vous est arrivé de sentir que votre porteur de projet, là, vous lui avez fait quelques remarques bienveillantes, mais voilà. Et donc, on pense, c'est un point de vue, qu'un de nos métiers, c'est d'entretenir la confiance et d'entretenir la motivation du porteur de projet. On pourrait se dire, mais c'est pas mon boulot d'entretenir la motivation du porteur de projet. Moi, je lui donne des outils, la bêche, la pioche, il va labourer le champ. S'il est fatigué, c'est pas mon problème. En fait, il faut être quand même attentif à sa fatigue. Voilà. Il y a je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, des burn-out de porteurs de projet. Hein, ils n'en peuvent plus. Voilà. Donc, on doit entretenir cette motivation. Et donc là, vous voyez, il y a un côté humain qui intervient, d'empathie, etc. Et c'est des choses qu'il va falloir cultiver. La troisième partie, c'est le pédagogue. Alors ça, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Alors le pédagogue, oui, j'ai mis l'ami Jamy, c'est Jamy, c'est ça? Jamy. Je considère que pour bien accompagner, il faut savoir bien expliquer toutes les composantes d'une création d'entreprise. Je sais être patient et attentif, m'exprimer avec un langage compréhensible par mon interlocuteur. Cela me permet de construire un solide lien de confiance qui me permettra d'agir ensuite avec influence, de me faire entendre par le porteur de projet. Donc ça, c'est important. Si vous êtes un expert en acronymes, c'est pas comme ça, c'est notre point de vue toujours, qu'on peut construire de la confiance avec le porteur de projet. Et du coup, en utilisant ces acronymes ou une sémantique
sophistiqué, je vais l'appeler comme ça, technique. Je crois me positionner en sachant et en dominant dans la relation. Mais en fait, c'est tout l'effet contraire que je produis. C'est qu'on ne se comprend pas avec le porteur de projet. Voilà. Donc notre travail, c'est d'être pédagogue. Alors si je suis trop fort, par contre, ouais, pareil, la question c'est les excès. Ben, si je suis trop fort, à force de passer du temps à expliquer, je consomme trop d'énergie dans l'accompagnement. Je ne sais pas déléguer à mon porteur de projet la recherche d'informations. Est-ce que certains ont déjà été, moi je l'ai été, est-ce que certains ont déjà été trop forts là-dessus? Voilà. Trop pédagogue. Et alors les entretiens, ils durent une éternité. Au bout d'un moment, moi j'ai vu après on fait des comités de, comment dire, des revues de projet avec les chargés d'affaires. Et on se le dit, hein, j'en peux plus, hein, ils pichent que dalle, quoi. Hein. J'en peux plus. Mais on ne peut pas se contenter de dire ça. Hein. Ça, c'est si c'est trop fort. Si c'est trop faible, eh bien, je peux être trop brutal dans mes propos. Je passe en force. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon porteur de projet va comprendre que je passe en force. Et là, la confiance risque de se casser. Le porteur de projet, moi j'en ai un qui m'a dit une fois, oui machin, mais j'ai l'impression d'être pris pour un naze. Comme si je comprenais jamais rien. Dans l'accompagnement, c'est quand même pas terrible. Le pire, c'est que je peux finalement renoncer à mes objectifs d'accompagnement, voire risquer la rupture du lien. Et c'est jamais trop bon. Qui a déjà été trop faible? Voilà. Oui, tout le monde, voilà. On sait bien que certains se retrouvent dans certaines composantes. Alors là, même chose, on va revenir sur une petite illustration, sur les conseils pas chers. Il faut réussir toujours à pouvoir faire des itérations, à faire de la maïotique, challenger, questionner, faire prendre conscience. C'est bien plus efficace que dire ce que tu devrais faire. Voilà. C'est un point de vue. Le faire itérer en permanence dans cette gymnastique, et puis le rassurer que rien n'est immuable. Alors ça, c'est un petit travail à faire, parce que quand le pivot va arriver, que je crée une pizzeria, une entreprise de BTP, une entreprise dans les circuits courts, une entreprise, une start-up technologique, la vie est rarement un long fleuve tranquille, et il y a un moment donné, on dit, ben, qu'est-ce que tu penses si plutôt tu faisais ça par rapport à ce problème? Sauf que ce n'est pas lui qui l'a imaginé, et notre valeur ajoutée de ressources, c'est via le questionnement, les itérations, de le faire rebondir sur des propositions, de discuter avec lui. Et en faisant ce travail pédagogique, en fait, je le mets dans une disposition déjà, dès le départ de l'accompagnement, de pouvoir revenir sur des choses qu'il avait déjà enterrées sur le papier. Je dis bien enterrées, c'est qu'il les avait sanctuarisées, quoi. Et ça peut aller loin, hein. C'est qu'au bout d'un moment, même on peut lui dire, bah, écoute, là je suis d'accord, on n'est plus dans tes valeurs, mais si on ne le fait pas, tu n'as aucun modèle économique qui puisse tenir. Donc quel est ton delta de concession? Et là, il faut être franc. Bah, non, mais moi, si je fais ça, ok pour le modèle économique, mais c'est plus du tout dans mes valeurs, eh bien, on peut mettre fin à l'accompagnement. Hein. On peut se quitter bons amis. Parce que notre point de vue, c'est qu'on aura du mal à créer une entreprise qui tourne, qui crée de l'emploi demain. D'accord? Voilà. Et lui faire valider les formulations, quand dans l'accompagnement, s'assurer, pas à pas, qu'il a bien intégré tout ce qu'on a vu. Alors, on le fait en journée collective. Hein. Vous savez qu'on fait une journée collective, une formation collective. Vous faites souvent une évaluation. Niveau de compréhension au départ, niveau de compréhension à la fin de la session. Ben, c'est ça, en fait. On s'assure que le truc a été intégré. Ben, en accompagnement individuel, on peut aussi faire cet exercice. Ça a été évoqué tout à l'heure. Je me suis aperçu d'un truc et je dis, tiens, je ne fais pas ça. Nous, on fait des bilans intermédiaires et des bilans finaux d'évaluation de l'accompagnement. Ben, dans le bilan intermédiaire, on regarde où en est le projet après 6 mois. Mais on regarde la relation au projet après 6 mois. Mais on ne regarde jamais, je me suis aperçu de tout à l'heure de ça, qu'on ne regardait pas où en était la relation au porteur après 6 mois. On ne pose pas ces questions. C'est peut-être quelque chose en arrivant que je vais tester, parce que demander au porteur, bon, qu'est-ce que tu penses de notre accompagnement depuis 6 mois? Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? Dans mon comportement, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer? Il faut oser faire ça. Alors le porteur de projet va vous regarder comme ça, c'est juste génial, quoi. Il se met à ma hauteur. Parce que vous aurez aussi le droit de lui dire qu'est-ce qu'il y a dans ton comportement sur lequel tu pourrais faire des inflexions pour pouvoir être plus souple avec tes clients, plus souple avec tes partenaires. Voilà. OK? Alors, le réseauteur, ça aussi c'est une posture à développer de plus en plus. Et le réseauteur, alors, c'est une fonction qui peut être ubérisable par le digital. Moi, j'y crois pas.
l'Internet, les bases de données facilitent le travail de réseautage, puisqu'on peut identifier plus facilement des partenaires, des parties prenantes dans un écosystème, pour que le business puisse tourner après. Donc là, quand même, mais c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Donc j'ai un large carnet d'adresses. Je considère que ma mission consiste à mettre en relation le porteur de projet avec son écosystème et ses parties prenantes. J'ai la capacité à encourager les partenariats pour faciliter la co-construction du projet et créer les bonnes conditions de sa mise en marché. On a de plus en plus de réseauteurs dans l'accompagnement. C'est souvent, plutôt, pas toujours, hein, quand on sort de MoMA, j'adore MoMA, c'est vrai, mais quand on sort de MoMA, on n'est pas forcément un réseauteur. D'accord ? On peut être un très bon technicien. Quand on a un peu d'expérience, on connaît son écosystème, on a pris un peu d'épaule et de gras dans l'écosystème entrepreneurial ou dans la filière d'activité sur laquelle on travaille, on commence à développer ses capacités. Alors, si je suis trop réseauteur, eh bien, il y a un petit risque hein, à vouloir trop ouvrir sur les partenaires et sur le réseau. Je risque de me disperser. Moi, j'en parle parce que ça m'est arrivé. Hein, de me disperser, voire de créer de la confusion pour le porteur de projet. Il m'a dit de voir un tel, il y en a partout, quoi. C'est le porteur de projet, et en fait, je me substitue un petit peu en étant trop réseauteur, je peux me substituer. Parce que finalement, le talent commercial d'un porteur de projet, il existe d'abord en amont. Avant, on dit, il y a le talent commercial en aval pour vendre la solution aux clients, aux bénéficiaires, mais il y a le talent commercial en amont pour vendre le projet aux partenaires, aux financeurs. Et c'est déjà du talent commercial. Donc si on est trop fort là-dessus, le porteur de projet, pour celui qui n'a pas d'appétence commerciale, eh bien, il rate son apprentissage commercial. Et si je suis trop faible là-dessus, eh ben, finalement, je me dis, oh, attends, c'est gentil là, le réseau, mais moi, je suis un technicien, un spécialiste, un expert. Je considère que ma mission, ça concerne que le projet en lui-même et les porteurs de projets accompagnés. Mais malheureusement, par rapport aux attentes des porteurs de projets, et moi, je l'ai vécu, je le vis aujourd'hui, on peut se reporter 20-30 ans en arrière. L'attente de mise en réseau, il y a 30 ans, était, il me semble-t-il, un peu moins forte qu'aujourd'hui. Et là, il y a des attentes de mise en réseau qu'il faut pouvoir servir. Certains ont été déjà trop forts là-dessus, ou se sont sentis un petit peu trop forts, ou trop faibles. Alors pour ça, en fait, il faut, et c'est dans les théories d'effectuation, envoyer très vite le porteur de projet sur le terrain. Mais très vite, très vite. Pour définir avec lui son plan, et définir avec lui son plan d'étude terrain, et souvent lui demande lui-même d'être acteur de l'étude terrain. Hein. Donc quand vous avez un porteur de projet qui dit « j'ai été voir des étudiants à Montpellier Business School, ils m'ont fait une enquête sur 30 passants à la place de la Comédie », ça a des limites. Hein. Bon. Donc parfois, c'est bien qu'il aille se mouiller, je préfère que ce soit lui-même qui pose les questions d'ailleurs. J'adore les étudiants de Montpellier Business School, hein. C'est sûr, on est obligé. Voilà. Bon, et c'est bien de compléter d'ailleurs, hein, de pouvoir challenger. L'aider à activer les réseaux accessibles, dont le vôtre. Donc, bien entendu, c'est votre mission, avec votre expérience, de pouvoir faciliter la mise en réseau. Et puis le pousser à ce que l'activation des réseaux devienne un réflexe naturel au quotidien. Alors c'est marrant. Alors moi, je m'occupe d'Alter Incube, donc ça, c'est des porteurs de projets, mais je m'occupe d'Alter Venture, qui sont des entreprises déjà constituées, d'accord, qui existent depuis 20 ans. On accélère aussi des boîtes qui ont 20 ans. Pourquoi il n'y a que les startups qui devraient accélérer? Et une boîte qui fait 200 personnes, moi j'aime bien quand elle accélère, pour faire 220 et surtout pour consolider les 200. Voilà. En fait, pour consolider les 200, il faut accélérer. Hein. Dans ces entreprises, je m'aperçois parfois que quand ils étaient au stade du projet, ils activaient à fond les réseaux, et quand ils créent une forme de rente de situation, ils ont oublié de continuer à activer les réseaux et de renouveler les réseaux parce que les gens changent, tout simplement. L'intégrateur. Donc l'intégrateur, je surveille ma montre en même temps, l'intégrateur, ça c'est intéressant comme posture également, la posture d'intégrateur. Ma mission consiste à savoir passer le relais en cas de limite de compétences, à m'appuyer sur les autres compétences de ma structure. D'accord ? Par exemple, vous avez une entreprise, c'est ce qu'on appelle les entreprises de demain. Là, je fais un peu de ma pub parce que j'en fais jamais, j'en fais un petit peu, quoi. Une entreprise de demain qui vient vous voir, etc. Et elle vous dit soudainement, ah, mais moi, je veux me créer en statut coopératif, en SCOP. Bien, je vous conseille, le guide juridique des coopératives, c'est 867 pages, c'est une barrière à l'entrée hein, pour nous. Hein. Non, je rigole. De renvoyer sur un délégué régional à l'URSCOP. Voilà. Moi, si j'ai demain un porteur de projet qui, à un moment donné, s'arrête dans l'expérience, il dit finalement, je préférais tester mon activité, je l'envoie sur une BGE, une couveuse,
une CAE. D'accord ? Il faut savoir faire ça. Mais je peux envoyer sur un expert comptable, faire appel à un consultant, à un consulaire, à un partenaire, à un mentor, à des labos. Il ne faut pas hésiter. C'est une vraie compétence en termes de posture, la posture d'intégrateur. Si je suis trop intégrateur, compte tenu de la complexité de mon métier, je me vois contraint de solliciter de plus en plus de consultants externes. Donc ça, je ne deviens qu'un intégrateur. Et bien, au bout d'un moment, on a posé la question à quelques porteurs de projets, ils ne voient plus mon rôle. En fait, ton job, c'est d'envoyer des mails pour me mettre en relation et me donner les 06. Donc, voilà, il ne faut pas être trop fort dessus. Et après, ils passent en direct avec les consultants, d'ailleurs. Moi, j'en ai eu, ils ne m'appellent plus. Et le consultant m'a dit, en fait, j'ai vu le projet, machin, etc. C'est bien, on a bien avancé. Je ne suis pas au courant. Ça fait 4 mois que le porteur de projet, je ne l'ai pas vu. Il a avancé avec le consultant. Il a pris en direct après. Voilà. Attention, on a un rôle quand même un petit peu de coordination. Il ne faut pas oublier ce rôle-là. Et si trop faible, je refuse de faire intervenir d'autres prestataires. En fait, je me mets en danger. C'est-à-dire que je veux faire moi-même et je me mets dans intervention. Ça m'est arrivé, chronophage. Non, je vais trouver moi-même. Vas-y, tu vas passer 3 heures à chercher l'information, 3 heures à faire de la mise en relation. Ça ne va pas être possible. Donc là, on a un job d'intégrateur aussi à développer. Alors voilà une petite illustration, pas forcément liée à l'intégration en direct, mais qui est corrélée. Pour que les choses soient plus faciles, il faut toujours inciter le porteur de projet à se mettre dans la peau de son client. Voilà. Ça facilite pas mal les choses. Exploiter des outils un petit peu projectifs. Et ça, on peut aussi s'aider avec un consultant en stratégie ou avec d'autres outils. Et finalement, formuler les besoins comme les exprimeraient les demandeurs. Voilà. Ça, c'est le conseil du jour, pas cher. Le facilitateur, donc là, vous considérez ça, c'est pas mal. Ça se développe de plus en plus. Je sais que j'ai des ateliers sur l'intelligence collective. Et c'est quoi être facilitateur dans un groupe ou vis-à-vis d'un individu ? C'est aussi, je pense, une posture à développer au fur et à mesure. On considère que ma mission est de faciliter les relations dans l'équipe projet ou, si j'ai un porteur de projet individuel, du porteur de projet individuel avec ses partenaires et son écosystème, même chose. J'ai de bonnes capacités relationnelles, diplomatiques, de compromis et de consensus. Je sais utiliser les outils d'intelligence collective pour faciliter la co-construction et l'adhésion collective. Ça ne veut pas dire forcément que d'une équipe projet, ça peut être un porteur de projet individuel ou collectivement, ces parties prenantes adhèrent au projet. Voilà. Si c'est trop fort, je risque de tomber dans l'affectif. Tout mon accompagnement est fondé sur mon carnet d'adresse, l'affectif. Et en plus, dans une équipe, je risque de prendre parti. Pour un des associés de l'équipe, je risque de prendre parti pour la position d'un partenaire par rapport à un autre. Ça peut être un petit peu compliqué. Et puis, je peux devenir interventionniste. Voilà. Or, on est censé être plutôt neutre dans notre métier. On est censé être plutôt neutre. On ne l'est jamais totalement, bien évidemment. Et puis si c'est trop faible, en cas de conflit ou tension, je fais l'autruche. Voilà, je ne fais pas mon travail de facilitateur. Ce n'est pas mon boulot. Je considère que ce n'est pas mon boulot. Je peux perdre en empathie et réduire mon pouvoir d'influence. Alors la question, c'est que là, on risque de laisser les choses se dégrader, tout simplement en disant ce n'est pas ma responsabilité. J'ai repris ma fiche de poste, c'est pas marqué. Donc, être attentif là-dessus. Alors, bien évidemment, pour ça, il faut inviter le porteur de projet à trouver des partenaires de co-construction. Lui donner des méthodologies, ce qu'on appelle notamment les cartes d'écosystème, les cartes des parties prenantes, pour travailler de manière systémique sur la façon de aller voir quelle association travaille dans le domaine, quel fournisseur, quel distributeur, quel réseau d'agents commerciaux. Voilà. On va trouver tout un tas d'acteurs là-dessus. Toujours l'inciter à trouver des partenaires avec qui il va pouvoir partager l'effort, ce qui évitera son burn-out, ce n'est pas inintéressant. Réfléchir à l'intérêt du partenaire à entrer dans la danse. Donc ça, c'est que parfois on ne le fait pas. Il y a une vraie ingénierie. Nous, on a développé un outil qui s'appelle GPP, Gestion des parties prenantes. Et GPP, on a une cartographie qui identifie pour chaque partenaire son importance. Est-ce qu'il peut nous bloquer? Est-ce qu'il est influent? Quel est son intérêt à agir? Pourquoi il rentrerait dans le projet et il y participerait? Parce que personne ne rentre dans un projet sans un intérêt à agir. Moi, j'ai des mentors qui m'ont dit, au fait, c'est quoi ton intérêt à agir? Tu n'en as pas, en fait, t'es bénévole. Il me dit, non. Il me dit, un bénévole, c'est un intérêt à agir. Moi, je suis content, mon intérêt à agir, c'est de transmettre. Ça me ressource. J'apprends aussi du porteur de projet auquel je transmets. Et je réalise une mission personnelle de réalisation et d'épanouissement personnel. Donc, il y a bien un intérêt à agir, même chez les bénévoles, c'est pour dire. Donc, pour un partenaire qui doit mettre des sous,
Et faire attention aux partenaires dont l'existence de l'offre sera trop dépendante également. Donc, une petite prudence là-dessus. Vous aurez les supports. Hein. Je suis obligé de... On a une demi-heure, donc je suis obligé d'aller un petit peu plus vite. Le combattant. Le combattant, pour moi, l'accompagnement doit dire de façon claire aux porteurs de projets, mais aussi aux partenaires, ce qui pose problème. Moi, j'ai été combattant parfois. Hein. Bon. Je n'hésite pas à confronter les positions, à challenger, à crash-tester hein, la solution, l'offre, etc. Mon œil extérieur doit exprimer ce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas voir. On le fait tous un peu, hein, et c'est bien. Attends, tous les 8 postures sont bien. La question, c'est est-ce que je suis en excès ou est-ce que je suis en faiblesse? Si je suis en excès, bah, comme je suis convaincu de ce qui est bon pour le porteur de projet, je n'hésite pas à entrer en conflit, quitte à rendre les relations tendues. Voilà. Et je m'implique émotionnellement au point d'en perdre objectivité et analyse critique. Parce que je peux moi-même, en tant qu'accompagnant, me fourvoyer, convaincu de ma réalité. Je suis un trop combattant, là. Et si je ne suis pas assez combattant, ben, je déteste le conflit, j'évite de dire ce qui risque de fâcher ou d'insupporter le porteur de projet. Pourquoi? J'ai relation au projet, n'oubliez pas, et relation au porteur. Et comme je ne veux pas dégrader la relation au porteur, je sacrifie la relation au projet. Je suis plus objectif dans la façon dont le projet doit avancer. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que tout l'accompagnement se passe bien, j'ai une bonne relation avec le porteur de projet. Ce soir, on va boire une bière, on va faire un petit after work sympa. Il m'a invité au festival de la culture du machin, c'est sympa. Oui? Il y a un troisième métier, c'est équilibriste, bien sûr. Voilà. Et puis, on lui laisser prendre des mauvaises décisions. Et laisser un porteur de projet prendre des mauvaises décisions, ben, ce n'est pas faire son boulot d'accompagnant, puisque accompagner, c'est partager le pain avec son compagnon dans un destin commun. C'est l'étymologie du mot accompagner. Alors, en cas de conflit ou de tension avec un porteur de projet ou avec une équipe, ça arrive souvent avec une équipe, alors quelques petits conseils, hein, pas chers, donner des outils de médiation et la favoriser. Il existe, allez sur Internet, des outils de médiation. Ne pas prendre parti. Alors, on peut être amené souvent à prendre parti, c'est compliqué. Des fois, on prend parti, c'est pas forcément dangereux, mais il faut l'éviter si possible. Et travailler plutôt sur les points de tension. Il y a souvent des points de tension dans les équipes, sur le partage des responsabilités, des résultats, la répartition du capital. Ça arrive assez souvent, hein, notamment dans les entreprises de type capitalistique. Ça existe même dans les entreprises coopératives, mais sur un autre domaine. Voilà. Ça arrive partout. Dans l'accompagnement individuel. Donc toujours garder du recul par rapport au projet et par rapport aux porteurs de projet. Pas de jugement de valeur, cherchez toujours à objectiver ce que vous faites, hein, c'est vraiment un conseil. Ne pas se faire aussi embarquer par l'enthousiasme et les convictions du porteur de projet. Parfois vous sortez du premier entretien en disant « Waouh !» Et le gars, c'est vrai, il vous a raconté, il a fait son storytelling, il y a tellement d'envie, de passion, vous faites embarquer émotionnellement. Je ne vous dis pas des robots et de ne pas avoir d'émotion. Hein. Il faut avoir de l'émotion, bien sûr. Moi, je sors des fois d'entretien, je dis ce projet, il est génial. Puis porteur de projet, waouh, quelle énergie, quelle envie. Enfin, ça donne envie d'accompagner, quoi. Il faut quand même le ressentir, ça. Ne pas aller en excès. Surtout ne pas aller en excès. Et puis, l'accompagnateur est apporteur d'outils au projet. Hein. Ce n'est pas à lui de les utiliser, mais il peut donner le mode d'emploi. Oui. Exactement. En fait, quand on rentre dans un projet, on est censé rentrer dans ce qu'on appelle la phase de l'état gazeux. D'accord? Tout projet confondu. Et il est tellement bon dans son storytelling, la façon de, on se dit bah, tout est prêt, etc. Et on passe phase 3, mise en œuvre. Mise en œuvre, on y passe quand le projet est cristallisé. Pour que le projet soit cristallisé, il faut qu'il ait foisonné dans l'état gazeux, c'est-à-dire qu'il ait vu toutes les options et qu'il ait décidé d'aller sur telle option parce que l'étude de marché, les partenaires, les parties prenantes, tout le monde a dit que c'était la bonne, quoi. Et notamment les clients. Questionnement maïotique, questionnement, itération. Indispensable. Avec bienveillance. Voilà, non, bien sûr que c'est compliqué, parce qu'au bout d'un moment, attends, ce que j'ai dit, le porteur de projet vous dit, mais ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est quoi cet accompagnateur là? Il me challenge, il remet en question ce que je viens de dire. Ça fait 6 mois que je bosse dessus. Je lui ai montré mon business plan, il fait 148 pages, avec 700 photos. Non, je rigole. Alors, et puis en dernier, le responsable. Alors le responsable, ça existe aussi hein, comme posture.
Je suis l'interlocuteur privilégié, le partenaire de confiance et de réflexion du porteur de projet. J'assume les principales questions, décisions et changements du projet. Là, on devient un accompagnateur où on a mis la main dedans. D'accord ? Comme si on avait souscrit au capital de la boîte. Parfois, moi, je sais pas, est-ce que j'ai le droit de le faire, de prendre des parts sociales dans les boîtes que j'accompagne? J'ai pas le droit. Hein, voilà, je sais pas. On le fait pas déontologiquement, mais à la limite, ça serait ce comportement-là. Je suis autonome, je décide au moment opportun et je suis capable de m'engager seul pour la réussite du projet. Voilà, vraiment, je fais à la place d'eux. Hein. Si ça ne va pas assez vite ou pas assez bien à mon goût, je n'hésite pas à faire à la place de mes interlocuteurs. Moi, je vous garantis que ça m'est arrivé de monter le plan de financement d'un porteur de projet. Il n'avançait pas, il ne comprenait pas, c'était trop lent. Je lui ai fait, je lui ai dit, je vais lui expliquer après comment ça marche pour qu'il le présente bien aux financeurs. Est-ce que c'est arrivé à certains d'entre vous? Un petit compte d'exploitation prévisionnelle, un petit plan de financement, un petit plan de trésorerie, voilà. Donc ça, c'est un petit peu dangereux. Ça peut déresponsabiliser le porteur de projet, donc il faut être attentif. Mais si je suis trop faible sur ma question de responsabilité, ma posture de responsabilité, je n'ose pas assumer mes responsabilités d'accompagnant et je laisse parfois aussi traîner des situations délicates, non tranchées. Souvent, dans un projet, vous êtes face à de l'indécision. Et le porteur de projet, il attend que vous l'aidiez à décider aussi. J'ai 8 options, je suis à la croisée des chemins, qu'est-ce que tu en penses? Démerde-toi, ça ne va pas lui suffire comme réponse. Voilà. Passez-moi le... J'ai un vocabulaire un peu trivial, mais je suis comme ça, hein, je ne dis pas rien. Voilà. Et puis je rejette souvent la responsabilité sur le porteur de projet. Alors nous, on en discute hein, avec Théo et Vincent. Ouais, le porteur de projet. Ouais, mais est-ce que c'est notre rôle d'accompagnant? Est-ce qu'on est dans notre rôle d'accompagnant de rejeter la responsabilité sur le porteur de projet? Non. Il y a des fois, des porteurs de projet, ils sont un peu... faut être zen, prendre l'exomile avant, quoi. Mais, pour autant, c'est pas notre job d'être faible là-dessus. En tout cas, c'est notre point de vue. Il faudrait trouver le bon équilibre. Et puis, je me dis, c'est sa responsabilité. Après tout, c'est son projet. Moi, je suis qu'un facilitateur, un coordinateur, un accompagnateur. Il ne faut pas être non plus trop faible là-dessus. Alors, là, vraiment, ce qu'il faut veiller dans l'accompagnement, c'est, tu l'évoquais tout à l'heure, à ne pas brûler les étapes. Et donc, vous avez dans les compétences, il y a les hard skills, des compétences techniques, d'expertise. Il y a les medium skills, c'est toutes les compétences de méthodologie, de processus, de planning, de roadmap, etc. Et donc là, on est dans cette partie-là. Et il y a des étapes. Et ça fait partie de votre valeur ajoutée d'accompagnant, votre processus. Chaque incubateur, chaque CAE, chaque BGE, chaque CCI, chaque CMA a son processus d'accompagnement. Et ça, c'est quand même... Il faut rigoler avec ça, quoi. Vous avez des processus que vous avez validés ensemble, il faut les suivre. Il faut que l'accompagné rentre dans le processus. Il peut y passer plus ou moins de temps en fonction de ses compétences et de l'avancée du projet. Mais il faut qu'il passe, il ne faut pas brûler les étapes. D'accord? Et voilà pour conclure, parce que je vois que l'heure tourne. Donc prendre le contrôle avec respect, vous recevrez les supports, je vous laisserai le lire, mais je voudrais conclure avec ça. Voyez-vous, donc ça c'est la roue du Way. Donc c'est un truc très simple, c'est un petit truc mémotechnique. C'est qu'est-ce que je dois augmenter ou descendre dans mes postures. Donc c'est le côté mouton à 5 pattes et girouette par rapport au porteur de projet que j'ai en face de moi. J'ai un porteur de projet très technique. Il connaît parfaitement sa filière du BTP, il sait parfaitement faire un compte d'exploitation dans le bâtiment, etc. par rapport aux problématiques. Je n'ai pas besoin de monter en affirmation sur le plan technique. Par contre, je n'ai pas besoin non plus de monter en affirmation sur le pédagogue, puisqu'il a des facultés d'intégration et de compréhension fortes, il l'a déjà fait plusieurs fois. Par contre, il a des difficultés avec le réseau, par contre, il a des difficultés sur un certain nombre d'expertises ou de nouvelles technologies qui arrivent dans son corps de métier. Par contre, il a des difficultés relationnelles. Moi, j'en ai eu un hier. Voilà. C'est un artisan qui crée une boîte, mais bien, sociale et environnementale, il a un bon business, mais pour lui... Il est un peu rustre, ça arrive, hein, vous avez eu des rustres dans vos accompagnés, un peu bourru, quoi. Il connaît son boulot, tu ne vas pas lui apprendre voilà, c'est dans la rénovation de mobilier pour éviter le gaspillage. Et pour lui, un projet, c'est d'abord du savoir-faire technique. Et il ne voit pas beaucoup encore à quoi sert le reste, quoi. Le marketing, études de marché, mais je les connais, mes clients, qu'est-ce que tu me racontes là? Oui, vous avez peut-être déjà eu ça hein, dans votre... Donc, il faut être vigilant là-dessus. Et vous allez tout simplement faire varier le curseur en verrant porteur avec peu ou beaucoup d'ouverture et de capacité de remise en forme, de remise en cause, pardon, remise en forme. Et on n'a pas encore mangé. Hein. Bon. Eh bien, vous avez un porteur de projet qui est
dans la résistance tout le temps, dans le déni, qui remet en permanence en question ce que vous lui apportez, vous allez devoir développer, monter en affirmation sur une posture de combattant. Par contre, vous avez quelqu'un très ouvert d'esprit, toujours en écoute active avec vous, pas besoin. Donc cette roue-là, voilà, vous l'adaptez à votre porteur de projet, à sa propre posture. Et le pire, c'est que, les porteurs de projet sont différents. C'est des êtres humains, heureusement. On n'est pas tous lobotomisés, et c'est une bonne chose. Mais 2, le même porteur de projet, au cours d'une relation de 6, 8, 12 mois d'accompagnement, peut lui-même changer de posture. Et donc, c'est pour ça que vous allez être à la fois mouton à 5 pattes et girouette. Eh ben, c'est le plus beau métier du monde. Et comme dirait Jean-Paul Belmondo, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Itinéraire d'un enfant gâté. Je vous souhaite un bon appétit. Alors, les questions, on n'aura pas trop le temps.